Ma fille de 7 ans est tombée dans le coma il y a 3 ans à cause d'un choc anaphylactique. Ce matin, l'hôpital a appelé, elle est réveillée. Je me suis précipité pour trouver ma belle-mère tenant déjà sa main. Je suis si heureuse que tu te sois réveillée, dit-elle avant de partir. Ma fille murmura en tremblant, maman, les biscuits de ce jour-là. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du matin inondait la cuisine d'une petite maison de la banlieue de Boston. Ce matin de printemps, il y a 3 ans, Rebecca Martinez préparait des pancakes avec sa fille de 7 ans, Lily. Assise sur un tabouret de comptoir, Lily balançait ses petits pieds en regardant les mains de sa mère à l'heure. « Maman, on pourra faire des biscuits aujourd'hui ?» demanda Lily d'une voix enjouée. « Bien sûr, ma chérie. » « Après ton cours de danse ?» répondit Rebecca en caressant doucement les cheveux de sa fille. Son mari, David, était en voyage d'affaires à Seattle. En tant qu'architecte, il s'était récemment vu confier un projet majeur et s'absentait plus souvent de la maison. Comme Rebecca travaillait de chez elle en tant que graphiste, concilier les soins de Lily avec son travail était relativement facile. Aujourd'hui, sa belle-mère, Patricia Chen, devait lui rendre visite dans l'après-midi. Patricia venait s'occuper de Lily environ 2 fois par mois. La mère de David avait chaleureusement accueilli Rebecca lorsqu'elle avait rejoint la famille. Immigrée chinoise de 2e génération qui avait eu du mal à élever son fils et sa fille, la famille était pour elle ce qu'il y avait de plus important. En revanche, la relation de Rebecca avec Karen, la sœur de David, était distante. Elle voyait rarement Karen, qui était comptable, plus de quelques fois par an. Même lors des réunions de famille pour Thanksgiving et Noël, Karen partait toujours tôt. Rebecca supposait qu'elle était simplement très occupée. Il n'y avait pas de problème particulier, juste une certaine distance. Dans la matinée, Lily est allée à son cours de danse. Rebecca profita de ce temps pour avancer sur son travail et ranger les pièces en prévision de la visite de Patricia. Après le déjeuner, Lily rentra à la maison et elles prirent un repas léger ensemble. Rebecca observait attentivement sa fille à la recherche du moindre signe inhabituel, mais Lily était aussi énergique que d'habitude. Vers 14 heures, Lily jouait dans sa chambre. Rebecca était assise dans le salon avec son ordinateur portable, travaillant sur une proposition pour un client. Dehors, la brise printanière faisait doucement onduler les arbres tandis qu'un après-midi paisible se déroulait. Soudain, un bruit sourd retentit à l'étage. Rebecca leva les yeux. Quelque chose était tombé par terre. Elle se leva et se précipita dans les escaliers. Quand elle ouvrit la porte de la chambre de Lily, sa fille était allongée sur le sol. « Lily, Lily, réveille-toi !» Les cris de Rebecca résonnèrent dans toute la maison. Elle souleva sa fille. Le corps de Lily était inerte, sa respiration courte et rapide. Son visage était pâle, ses lèvres gonflées. Rebecca sortit son téléphone portable d'une main tremblante et appela le 911. Les 10 minutes qui s'écoulèrent jusqu'à l'arrivée de l'ambulance furent les plus longues de la vie de Rebecca. Elle tenait sa fille dans ses bras, appelant son nom encore et encore. Lily n'ouvrit jamais les yeux. Aux urgences de l'hôpital, les médecins entourèrent Lily. Rebecca dut attendre dans le couloir. 30 minutes plus tard, un médecin en blouse blanche vint la voir. « C'est un choc anaphylactique », dit le médecin avec une expression grave. « Votre fille a-t-elle mangé quelque chose, en particulier des allergènes ?» Le petit déjeuner était le même que d'habitude. Rebecca était confuse, des pancakes et des fruits. Le déjeuner n'était qu'un sandwich. « Je ne vois pas. Votre fille a-t-elle des allergies connues ?»« Les fruits à coque. Mais je n'ai absolument jamais de noix à la maison. Nous sommes très prudents depuis que nous l'avons découvert quand elle avait 3 ans. » Le médecin hocha la tête. « Votre fille est actuellement dans le coma. Les prochaines 24 heures seront critiques. » Rebecca appela David. Il promit de prendre le prochain vol pour rentrer. Elle contacta également Patricia. Sa belle-mère semblait bouleversée et dit qu'elle viendrait tout de suite à l'hôpital. Cette nuit-là, Lily fut transférée en soins intensifs. Son petit corps était relié à d'innombrables tubes et machines. Rebecca était assise sur une chaise au chevet de sa fille, serrant sa petite main. Lorsque David arriva le lendemain matin, Lily ne s'était toujours pas réveillée. 3 années passèrent. Lily resta dans le coma, allongée dans un lit d'hôpital. Rebecca continuait de se rendre à l'hôpital tous les jours. Elle arrivait à 9 heures du matin et restait aux côtés de sa fille jusqu'à l'après-midi. Le soir, elle travaillait de chez elle. David adapta son emploi du temps pour soutenir sa femme autant que possible. Le week-end, ils allaient ensemble à l'hôpital,
parlait à Lily et lui lisait des livres. Patricia se rendait aussi fréquemment à l'hôpital. Mais récemment, Rebecca avait remarqué que quelque chose n'allait pas chez elle. Sa belle-mère ne restait plus aussi longtemps dans la chambre et croisait rarement le regard de Rebecca. Rebecca se demandait si elle avait des soucis, mais ne chercha pas à en savoir plus. Karen n'était jamais venue une seule fois. Rebecca trouvait cela étrange, mais pensait qu'elle devait avoir ses propres raisons. Peut-être que voir un enfant malade était trop douloureux pour elle. David ne disait rien non plus de l'absence de sa sœur. Pendant 3 ans, les médecins les traitèrent avec bienveillance, mais ne cessaient de répéter que le pronostic était sombre. Pourtant, Rebecca ne perdit pas espoir. Elle croyait que le jour viendrait où sa fille se réveillerait. Jusqu'à ce jour, elle avait décidé de continuer à se rendre à l'hôpital quotidiennement. Pendant 3 ans, la vie de Rebecca fut régie par un rythme immuable. Chaque matin, elle arrivait à l'hôpital à 9 h, embrassait la joue de Lily et lui racontait ses projets pour la journée. Le médecin disait qu'il était important de parler aux patients dans le coma. Louis était le dernier sens à persister. Rebecca ne manquait jamais de parler à sa fille chaque jour. L'après-midi, elle rentrait chez elle et s'occupait de son travail de graphiste. Toutes les réunions avec ses clients se faisaient en ligne, et elle respectait toujours ses délais. Le travail était un élément essentiel pour garder son équilibre mental. Elle savait que le simple fait d'attendre sans rien faire briserait son esprit. David s'inquiétait pour sa femme. Un soir, alors qu'ils étaient assis face à face à la table de la cuisine, il dit doucement, « Rebecca, tu as besoin de te reposer parfois. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital tous les jours. » « Je dois y aller, » répondit immédiatement Rebecca. « Et si Lily se réveille et que je ne suis pas là ? Imagine sa peur si elle se réveillait seule. » David ne dit rien de plus. Il comprenait la détermination de sa femme. Il s'assurait d'aller à l'hôpital le week-end et s'arrêtait parfois après le travail en semaine. C'était simplement douloureux de voir le visage fatigué de sa femme. Environ 1 an plus tard, Rebecca apprit quelque chose de surprenant de la part d'une infirmière de l'hôpital. Ce jour-là, alors qu'elle entrait dans la chambre comme d'habitude, une jeune infirmière lui sourit gentiment. « Madame Martinez, votre belle-mère est vraiment dévouée. »« Ma belle-mère ? Oui, elle vient souvent. Elle vient tous les matins à 6 h. Le saviez-vous ? Dit nonchalamment l'infirmière. Rebecca regarda l'infirmière, surprise. 6 h ? Si tôt ? Oui. Depuis 3 ans maintenant. Au moment où nous faisons la relève entre l'équipe de nuit et celle du matin, elle est déjà là. C'est une personne si dévouée. Le cœur de Rebecca se réchauffa. Elle ne savait pas que Patricia se souciait autant de Lily. En même temps, elle se demandait pourquoi sa belle-mère ne lui en avait pas parlé. La prochaine fois qu'elle verrait Patricia, Rebecca se dit qu'elle lui poserait la question. Mais cette occasion ne se présenta jamais. Patricia partait de plus en plus souvent avant que Rebecca n'arrive à l'hôpital. Quand Rebecca essayait d'arriver plus tôt, sa belle-mère était déjà partie. C'était comme si elle évitait intentionnellement tout contact avec Rebecca. Un matin, Rebecca arriva à l'hôpital à 8 h. Elle pensait que Patricia serait peut-être encore là, mais la chambre d'hôpital était vide. Quand elle interrogea les infirmières, elles dirent que la grand-mère était partie à 7 h 30. « Je me demande s'il y a quelque chose dont elle ne veut pas me parler, » murmura Rebecca pour elle-même. « Mais je suis sûre qu'elle est juste prévenante, essayant de nous laisser du temps seuls, Lily et moi. » Rebecca se le répétait. Patricia était une personne attentionnée. Ce devait être sa manière à elle d'être prévenante. Elle cessa d'y penser plus profondément. Un après-midi d'automne de la 2e année, alors que Rebecca lisait un livre d'images à Lily dans la chambre d'hôpital, on frappa à la porte. Quand elle leva les yeux, Karen se tenait là. C'était sa première visite en 3 ans. Le visage de Karen était pâle, avec des cernes profonds sous les yeux. Elle était mince et paraissait beaucoup plus âgée qu'avant. « Karen » dit Rebecca en se levant, surprise. « Ça fait longtemps. » Karen entra dans la pièce sans rien dire. Elle s'approcha du lit de Lily et fixa sa nièce dans le coma. Après un long silence, Karen dit d'une voix tremblante, « Lily, comment vas-tu » ? Bien sûr, il n'y eut aucune réponse. Karen s'assit sur la chaise au chevet du lit et prit la main de Lily. Des larmes coulaient sur ses joues. « Karen, ça a été dur pour toi aussi, » dit doucement Rebecca. « Je comprends pourquoi tu n'as pas pu venir. C'est douloureux pour n'importe qui de voir cette situation. » Karen leva les yeux vers Rebecca. Il y avait une profonde souffrance dans son regard. « Je suis désolée, » dit-elle d'une voix rauque. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu venir. »
Puis elle se leva et quitta la pièce sans rien dire de plus. Rebecca était perplexe, mais pensa que sa belle-sœur se souciait de Lily à sa manière. Karen était quelqu'un qui avait du mal à exprimer ses émotions. Elle ne savait probablement pas comment gérer son propre chagrin. Mais après cela, Karen n'apparut plus jamais à l'hôpital. Quand Rebecca interrogeait David au sujet de sa sœur, il se contentait de secouer la tête. Rebecca essaya de comprendre que chaque membre de la famille avait sa propre façon d'exprimer son deuil. Au printemps de la 3e année, une lueur d'espoir apparut. Un jour de mars, le médecin traitant, le docteur Johnson, convoqua Rebecca. « Madame Martinez, nous observons des changements dans les ondes cérébrales de Lily », expliqua le médecin, choisissant ses mots avec soin. Au cours des dernières semaines, l'activité est devenue plus active. Le cœur de Rebecca se mit à battre violemment. « Est-ce que ça veut dire qu'elle pourrait se réveiller ?» « C'est possible, » répondit le médecin. Cependant, après 3 ans dans le coma, nous ne pouvons pas prédire combien de souvenirs elle conservera ni dans quelle mesure ses fonctions cognitives se rétabliront. Peu m'importe si elle n'a aucun souvenir, dit Rebecca en larmes. Tant qu'elle est en vie, je lui réapprendrai tout depuis le début. Qui est sa famille, à quel point elle est aimée, je le lui apprendrai autant de fois qu'il le faudra. Quand elle annonça la nouvelle à David, il serra sa femme dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, ils ressentirent tous les deux de l'espoir. Les 3 années d'attente pourraient enfin être récompensées. Cette nuit-là, Rebecca ne put dormir. Elle imaginait le jour où Lily se réveillerait. Quels seraient les premiers mots de sa fille? Se souviendrait-elle d'elle? Même si elle ne s'en souvenait pas, cela n'avait pas d'importance. Il pourrait créer de nouveaux souvenirs. Ce qui importait, c'est que Lily serait vivante et reviendrait dans ce monde. Dès le lendemain, Rebecca passa encore plus de temps à l'hôpital. Quand Lily se réveillerait, le premier visage qu'elle verrait devait être celui de sa mère. C'est ce qu'elle avait décidé. Patricia commença également à se rendre plus fréquemment à l'hôpital, mais comme toujours, elle essayait de ne pas croiser Rebecca. Les infirmières disaient qu'elle voyait souvent la grand-mère parler longuement à Lily dans la chambre. Mais au moment où Rebecca arrivait, Patricia avait toujours disparu. Patricia doit vouloir que nous vivions le moment où Lily se réveillera en famille, juste nous, pensa Rebecca. C'est une personne si gentille. En avril, les médecins signalèrent que les signes de rétablissement de Lily devenaient plus clairs. Le jour de son réveil pourrait être proche. Rebecca et David commencèrent à se préparer mentalement pour ce jour. Un lundi matin, Rebecca fut réveillée à 7h30 par la sonnerie du téléphone. Encore à moitié endormie, elle chercha son portable à tâtons. L'écran affichait le numéro de l'hôpital. Son cœur battait à tout rompre. Elle répondit. « Madame Martinez, s'il vous plaît, venez tout de suite. » Elle entendit la voix excitée de l'infirmière. Lily s'est réveillée. « Vraiment ?» cria Rebecca. « J'arrive tout de suite. » Elle secoua David qui dormait à côté d'elle. « David, Lily s'est réveillée. On doit aller à l'hôpital. » David bondit du lit. « Allons-y maintenant. Habille-toi et viens plus tard. »« Je prends de l'avance, » dit Rebecca en enfilant des vêtements. Elle voulait arriver auprès de Lily le plus vite possible. Elle sauta dans la voiture et démarra le moteur. La circulation du matin était encore fluide. Elle parcourut le trajet habituel de 20 minutes en 15 minutes. Chaque fois que le feu passait au rouge, elle serrait plus fort le volant. Vite, vite. Elle arriva à l'hôpital un peu avant 8 heures. Rebecca se gara sur le parking et courut dans le bâtiment. L'ascenseur lui sembla lent, alors elle monta les escaliers en courant. Elle parcourut le couloir du service de pédiatrie du 3e étage en direction de la chambre de Lily. Au moment où elle ouvrit la porte, Rebecca eut le souffle coupé. Patricia était assise au chevet du lit, tenant la main de Lily. Sa belle-mère pleurait, murmurant à plusieurs reprises « Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. » Rebecca était confuse. Pourquoi Patricia était-elle déjà dans la chambre? L'hôpital n'avait appelé qu'il y a 30 minutes. La maison de sa belle-mère était à plus de 40 minutes de l'hôpital. « Patricia » appela Rebecca. Patricia leva les yeux, surprise. Ses yeux étaient rouges et gonflés, son visage pâle. Elle se leva et détourna le regard de Rebecca. « Rebecca ?» La voix de sa belle-mère tremblait. « L'hôpital m'a appelé. »« Ils ont dit que Lily s'est réveillée, » dit Rebecca en entrant dans la chambre. « Mais Patricia, pourquoi es-tu déjà là ?»« Je viens tous les matins. » dit Patricia à la hâte. Je me trouvais là par hasard. Rebecca s'approcha du lit de Lily.
Sa fille était allongée les yeux fermés, mais sa respiration était calme et elle avait bonne mine. Elle posa sa main sur le front de Lily. Il était chaud. Elle était vivante. Vraiment vivante. Ce sont les infirmières qui t'ont contacté? Demanda Rebecca à Patricia. Oui, c'est ça, répondit rapidement Patricia, mais sa voix manquait de conviction. Rebecca regarda sa belle-mère. Il y avait une profonde angoisse dans les yeux de Patricia. Elle pleurait. Ce n'était pas seulement des larmes de joie. C'était une autre émotion, quelque chose de plus sombre, de plus lourd. Patricia, tu pleures, dit doucement Rebecca. Ça va? Il s'est passé quelque chose? Balbutia Patricia. Je devrais y aller maintenant. Quoi? Mais Lily vient de se réveiller. Pourquoi pars-tu? Vous avez besoin de temps seul, toi et Lily, dit Patricia précipitamment. Je ne veux pas m'imposer. Sa belle-mère attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Le mouvement était précipité, presque comme si elle fuyait. Patricia, attends, cria Rebecca, mais sa belle-mère avait déjà disparu dans le couloir. Rebecca était déconcertée mais décida de se concentrer sur sa fille. Elle s'assit sur la chaise au chevet du lit et prit la main de Lily. Pour la première fois en 3 ans, elle sentit une légère force dans cette main. Lily, maman est là. Je suis si heureuse que tu sois revenue. Les paupières de Lily bougèrent. Lentement, comme si elle soulevait un lourd fardeau, elle ouvrit les yeux. Ses pupilles étaient floues, fixant le plafond. Maman, entendions une voix rauque. Oui, mon bébé. Je suis juste là, répondit Rebecca à travers ses larmes. Les yeux de Lily se tournèrent lentement vers Rebecca. Une lueur de reconnaissance apparut dans ses pupilles. Sa fille la regardait. La regardait vraiment. Maman, dit à nouveau Lily, cette fois d'une voix un peu plus forte. Puis des larmes débordèrent de ses yeux. Le corps de Lily se mit à trembler. Lily, tout va bien. Maman est là. Tu es en sécurité maintenant. Rebecca posa sa main sur le front de sa fille. Mais les tremblements de Lily ne s'arrêtèrent pas. La peur apparut sur son visage. Maman, dit Lily à travers ses larmes. Quoi? Qu'y a-t-il, ma chérie? Tante Karen? Rebecca se figea. Tante Karen? Qu'est-ce qu'il y a avec Tante Karen? Lily se mit à pleurer encore plus fort. Les mots sortaient en tremblant. Rebecca essaya de calmer sa fille, lui caressant doucement les cheveux. Prends ton temps. Raconte-moi ce qui s'est passé. Lily prit une profonde inspiration. Puis, d'une voix tremblante, elle dit, Tante Karen m'a donné des biscuits avec des noix dedans. Le sang se retira du visage de Rebecca. Quoi? Je lui ai dit que je ne pouvais pas manger de noix, mais elle a ri et m'a dit d'en manger. Le cœur de Rebecca battait à tout rompre. La pièce se mit à tourner. Lily, c'était quand? Il y a 3 ans, ce jour-là. Lily hocha la tête. Elle a dit, ce sont des biscuits spéciaux. Je les ai faits juste pour toi. Quand j'ai dit, mais je suis allergique aux noix, elle a dit, juste un petit peu, ça ne fait rien. Essaie. Et puis, la voix de Rebecca tremblait. Puis j'ai eu très le vertige. De nouvelles larmes débordèrent des yeux de Lily. Et puis tout est devenu noir. Rebecca se leva. La pièce semblait vaciller. Karen, sa belle-sœur, Karen. Elle avait délibérément donné un allergène à Lily. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait intentionnellement fait du mal à sa fille. Elle sortit son téléphone portable d'une main tremblante. Elle devait d'abord appeler David et ensuite la police. Mais avant cela, il y avait quelque chose qu'elle devait vérifier. Rebecca ouvrit ses contacts et chercha le numéro de Patricia. L'attitude troublée de sa belle-mère, les larmes et les mots d'excuse. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Que savait Patricia? Avant qu'elle ne puisse passer l'appel, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. David entra en courant, à bout de souffle. Il vit le visage pâle de sa femme et sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Rebecca, que s'est-il passé? Rebecca regarda son mari. Comment pouvait-elle le dire? Comment pouvait-elle lui annoncer cette terrible vérité? David, parvint-elle enfin à dire, Lily m'a raconté ce qui s'est passé ce jour-là. David s'approcha du lit. Sa fille pleurait en regardant son père. Papa, dit Lily d'une petite voix. J'ai eu peur. David prit la main de sa fille. Puis il se tourna de nouveau vers Rebecca. Qui a fait ça? Sa voix était basse, chargée de colère. Ta sœur, répondit Rebecca. Karen a délibérément donné à Lily des biscuits avec des noix.
Le sang se retira du visage de David. Il ne put rien dire, fixant simplement sa femme. Rebecca serra son téléphone portable. Et je pense que Patricia sait quelque chose. Quand elle était dans la chambre tout à l'heure, elle n'arrêtait pas de s'excuser. Elle était là avant notre arrivée. David hocha lentement la tête. Une lueur de détermination apparut sur son visage. Je vais appeler ma mère, dit-il. Tout de suite. Je vais la faire venir ici et elle va nous dire la vérité. Au moment où David s'apprêtait à appeler sa mère, Rebecca lui attrapa le bras. Attends, laisse-moi d'abord appeler le médecin. Je n'arrive pas à croire que la mémoire de Lily soit si claire. Lorsque le docteur Johnson entra dans la chambre, il ne put cacher sa surprise. Après avoir vérifié l'état de Lily et écouté son histoire, le médecin secoua la tête. C'est remarquable, dit le médecin. Avoir des souvenirs aussi clairs après 3 ans dans le coma. Habituellement, les souvenirs d'avant le coma deviennent vagues ou sont complètement perdus. Cela signifie-t-il que son souvenir est exact ? Demanda Rebecca. À en juger par les schémas d'activité cérébrale, il semble que Lily dise la vérité. Les événements traumatisants sont parfois remémorés de manière très vivide. Rebecca serra la main de Lily. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que tante Karen a dit ? Lily fixa le visage de sa mère. La peur restait dans ses yeux, mais il y avait aussi une volonté de parler. Elle est venue à la porte d'entrée. C'était l'après-midi. Tu travaillais en bas, maman, commença Lily d'une petite voix. Elle a dit, ne le dis pas à ta sœur. Et elle m'a emmené en haut, dans ma chambre. David serra les poings. Et puis elle a sorti des biscuits d'un sac en papier et a dit, ce sont des biscuits spéciaux que j'ai fait juste pour toi. J'ai senti l'odeur des noix, alors j'ai dit, des noix ? Je ne peux pas en manger. Qu'a dit Karen ? Demanda Rebecca, retenant ses larmes. Juste un petit peu, ça ne fait rien. Essaie. Elle souriait. La voix de Lily tremblait. C'était un sourire effrayant, alors j'ai mangé. Puis, tout de suite, je me suis senti bizarre. Rebecca serra sa fille dans ses bras. Le médecin quitta discrètement la pièce. David regardait par la fenêtre, mais ses épaules étaient secouées par la colère. J'appelle ma mère, dit David en se retournant. Elle sait quelque chose. J'en suis sûr. Il sortit son téléphone portable et composa le numéro de Patricia. Après quelques sonneries, sa mère répondit enfin. David. La voix de Patricia était faible. Maman, Lily a parlé. Elle a mentionné le nom de Karen. La voix de David était calme, mais une colère sous-jacente perçait. Il y eut un long silence. De l'autre côté de la ligne, on pouvait entendre un faible sanglot. Maman, tu m'entends ? David parvint enfin à dire Patricia. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu sais ? Je reviens à l'hôpital maintenant. Donne-moi 30 minutes. L'appel se termina. David regarda Rebecca. Un lourd silence s'installa entre eux. Lily avait fermé les yeux, épuisée. 30 minutes plus tard, Patricia ouvrit la porte de la chambre d'hôpital. Le visage de sa belle-mère était baigné de larmes, ses yeux rouges et gonflés. D'une main tremblante, elle sortit une enveloppe de son sac à main. Ceci. Patricia tendit l'enveloppe à Rebecca. Une lettre que j'ai écrite il y a 3 ans, mais je n'ai pas eu le courage de te la donner. Rebecca prit l'enveloppe. Le sceau était intact. Elle sortit le papier à lettres et commença à lire. David regarda la lettre par-dessus l'épaule de sa femme. La lettre était écrite d'une écriture soignée. Chère Rebecca, je suis la pire des personnes. Ce jour-là, j'ai tout vu. J'ai vu Karen entrer dans la chambre de Lily depuis la fenêtre. J'ai entendu leur conversation. J'ai vu Karen rire en tendant les biscuits à Lily. J'ai entendu Lily dire, je suis allergique aux noix. J'ai entendu Karen dire, ce n'est pas grave. Juste un petit peu. Mais je ne l'ai pas arrêté. Je ne pouvais pas dénoncer ma propre fille à la police. Même après que Lily s'est effondrée, je n'ai pas pu dire la vérité. Je suis une lâche. Chaque matin, je viens à l'hôpital à 6 heures et je m'excuse auprès de Lily. Mais les excuses ne peuvent rien racheter. J'ai trahi ma famille. Je ne peux même pas demander pardon. Les mains de Rebecca tremblaient. La lettre tomba par terre. 3 ans, la voix de Rebecca était glaciale. Vous saviez depuis 3 ans. Patricia se couvrit le visage et s'effondra en larmes. Je suis désolé. Je suis désolé. Pour protéger votre fille, vous avez laissé votre petite fille mourir. La voix de Rebecca s'éleva.
Pensiez-vous que venir à l'hôpital tous les jours pour vous excuser compenserait cela? David fixa sa mère. Il y avait de la déception et de la colère dans ses yeux. Maman, il ne put continuer. À ce moment, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. Tout le monde se tourna pour voir Karen debout. Sa belle-sœur se tenait figée sur le seuil, le visage pâle. J'ai entendu que Lily s'est réveillée. La voix de Karen tremblait. Lily ouvrit les yeux et vit Karen. Puis elle hurla. N'approche pas. Reste loin de moi. Karen tomba à genoux sur place. Des larmes coulaient sur ses joues et tombaient sur le sol. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, répétait Karen. Rebecca se leva du lit et se dirigea vers Karen. Son corps tout entier tremblait de colère. Pourquoi? Cria Rebecca. Pourquoi as-tu fait ça? Lily est une enfant de 7 ans. Elle n'a jamais rien fait de mal. Karen leva les yeux. Son regard était vide. J'étais jalouse, dit-elle, brisée. Maman a toujours aimé David. Elle aimait la famille de David. Elle vous aimait, toi et Lily. Moi? Alors tu as essayé de tuer ta nièce? La voix de David était aussi froide que la glace. Je voulais enlever à maman ce qu'elle aimait le plus, dit Karen à travers ses larmes. Je pensais que si Lily disparaissait, maman me verrait. Mais je me suis trompée. Depuis 3 ans, c'est l'enfer. Chaque jour, je vois le visage de Lily. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. Le simple fait de vivre a été ma punition. Patricia essaya de s'approcher de sa fille, mais David l'arrêta. Ne la touche pas, dit-il à sa mère. N'approche plus jamais de ma famille. Rebecca sortit son téléphone portable d'une main tremblante. J'appelle la police. Karen ne résista pas. Elle resta assise par terre et continua de pleurer. J'attendais. J'attendais ce jour. C'est enfin terminé. 15 minutes plus tard, 2 policiers entrèrent dans la chambre. Karen se leva et tendit tranquillement les mains. Le cliquetis des menottes résonna dans la pièce. Karen Chen, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'agression, dit l'officier. Avant d'être emmenée, Karen regarda Lily une fois. Je suis désolée, Lily. Ta tante? Les mots ne venaient pas. Patricia restait assise par terre, incapable de bouger. David regarda sa mère de haut. Maman, tu es tout aussi coupable, dit-il doucement. Tu as dissimulé des preuves pendant 3 ans. La police m'interrogera aussi, dit Patricia d'une petite voix. J'ai été la pire des mères, la pire des grands-mères. Rebecca retourna au lit de Lily et serra sa fille dans ses bras. Lily pleurait dans les bras de sa mère. Tout va bien maintenant, dit Rebecca en caressant les cheveux de sa fille. Personne ne te fera plus de mal. Maman te protégera. Patricia se leva lentement et quitta la pièce. Son dos paraissait petit et vieilli. David regardait par la fenêtre. Il y avait des larmes dans ses yeux aussi. 1 an plus tard, des rires joyeux résonnaient dans la cuisine des Martinez. Lily s'était complètement rétablie et allait maintenant à l'école avec énergie. La rééducation avait été longue et douloureuse, mais elle avait fait preuve d'une résilience remarquable. Maman, à l'école aujourd'hui. Lily était assise au comptoir, racontant les événements de la journée. Rebecca écoutait sa fille tout en préparant le dîner. David venait de rentrer du travail et posait son sac dans le salon. C'était une scène de soirée ordinaire et paisible. Karen fut condamnée à une peine de 7 ans de prison lors de son procès. On rapporta qu'elle suivait un soutien psychiatrique en prison, mais la famille Martinez avait coupé tout contact avec elle. Pendant le procès, Karen répéta à plusieurs reprises « Je voulais juste être aimée par ma mère », mais il y avait peu de signes de remords sincères. Même après sa libération, elle resterait complètement étrangère à sa famille, destinée à vivre une vie solitaire. Patricia ne fut pas poursuivie en justice. Il n'y avait aucune preuve d'intention de dissimuler des preuves. Seule la responsabilité morale demeurait, mais le prix à payer fut lourd. David prit la décision de couper les ponts avec sa mère. Patricia vivait seule dans un petit appartement de la banlieue de Boston. Les voisins apprirent également ses actes et elle se retrouva isolée de la communauté. Rebecca pensait parfois à Patricia. Sa belle-mère venait à l'hôpital tous les matins à 6 heures et avait passé 3 ans à s'excuser. C'était probablement censé être une expiation. Mais le silence peut parfois être la plus grande des trahisons. Sans le courage de dire la vérité, aucune excuse n'a de sens. D'après ce qu'elle avait entendu de David, Patricia s'excusait encore chaque jour devant une photo de Lily. « J'ai essayé de protéger ma famille et j'ai perdu ma famille », aurait-elle dit.
En choisissant sa fille de sang, elle avait perdu son fils, sa petite-fille et même sa propre dignité. Un soir, au dîner, Lily demanda « Maman, c'est quoi une vraie famille ?» Rebecca regarda sa fille. Au cours de l'année écoulée, elle avait réfléchi de nombreuses fois à la manière de répondre à cette question. « Une vraie famille », dit lentement Rebecca, « ce sont des gens qui se protègent les uns les autres, pas des gens qui se font du mal. » David continua, « Les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille. C'est l'amour et l'honnêteté qui font une famille. » Lily hocha la tête, pensive. Rebecca prit la main de sa fille. « Grand-mère Patricia a choisi les liens du sang. Mais ce n'était pas du véritable amour. Le véritable amour a le courage de faire ce qui est juste. » Au cours de l'année écoulée, de nombreuses personnes avaient soutenu la famille Martinez. Le personnel de l'hôpital, l'équipe de rééducation, les enseignants de l'école et les amis. Ils n'avaient aucun lien de sang, mais ils leur avaient tendu la main dans les moments difficiles. C'était là la véritable forme de la famille. « Est-ce que je dois pardonner à quelqu'un juste parce qu'il fait partie de la famille ?» demanda Lily. « Non, répondit clairement Rebecca. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie de la famille que tu dois tout pardonner. Au contraire, c'est précisément parce qu'ils font partie de la famille qu'ils devraient dire la vérité. Les mensonges et le silence ne sont pas de l'amour. » David regarda sa femme et sa fille. Ils formaient une petite famille, mais ils étaient liés par des liens solides. Des liens créés par le choix plutôt que par le sang. Des liens entre des personnes qui avaient eu le courage de faire les bons choix dans les moments difficiles. Dehors, la brise printanière soufflait. Une nouvelle saison commençait. Le long hiver était terminé et la lumière inondait à nouveau la maison des Martinez. Des cicatrices subsistaient, mais ils avaient commencé à avancer. Une vraie famille n'est pas une question de lien de sang, mais de personnes qui ont le courage de faire les bons choix dans les moments difficiles. La jalousie et l'amour tordu détruisent les familles, mais la vérité et l'amour inconditionnel en créent de nouvelles. C'était la douloureuse vérité que Rebecca et sa famille avaient apprise.